Des ralliements à l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa, Kinshasa doit-il prendre la menace au sérieux? Quelle est la position de Ensemble pour la République au sujet des dernières conclusions du procureur général de la République près la Cour de cassation concernant le décès de feu Chérubin Okende? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Patricia Onden, cadre au sein de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Bonjour et bienvenue fidèles auditeurs et chers internautes à ce nouveau numéro de votre magazine Débat au féminin. Avec les femmes, vous le savez, on commente l'actualité de la semaine. Et aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Madame Patricia Onden. Elle est cadre au sein de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Bonjour Madame Patricia et merci de répondre à notre invitation. Bonjour Madame Isabelle. C'est toujours un plaisir de participer sur Top Congo. Alors, avec elle, nous parlerons de l'Alliance Fleuve Congo qui est en train de gonfler ses rangs avec des nouveaux ralliements. Vous le savez, un cadre du MLC, aujourd'hui on va dire que c'est un ancien cadre du MLC, a rejoint la rébellion de Corneille Nangaa. Est-ce que ces ralliements constituent une menace pour le gouvernement de Kinshasa? Il doit prendre cela au sérieux. On va en débattre avec Madame Patricia ici sur ce plateau. On parlera également des contentieux électoraux et même on va dire aussi un mot sur les conclusions de l'enquête du procureur près la Cour de cassation au sujet du décès de feu Chérubin Okende. Je réitère mes salutations à Madame Patricia Onden. Bonjour. Bonjour Isabelle. Merci. Alors, première question, on va aborder la situation sécuritaire qui devient préoccupante à l'est du pays, mais nous allons nous focaliser plus sur ces ralliements à l'Alliance Fleuve Congo, avec notamment aujourd'hui l'adhésion d'un ancien cadre du MLC, M. Jean-Jacques Mamba, dans les rangs de la rébellion menée par Corneille Nangaa. Alors, ma question est celle de savoir, est-ce que tous ces Congolais qui sont en train de rejoindre la rébellion de Corneille Nangaa ont raison d'embrasser cette voie des armes pour faire entendre leur voix? Merci beaucoup Isabelle pour cette question. Jean-Jacques Mamba, Corneille Nangaa, c'est terrible. Bon, votre question c'était si c'est une menace, oui ou non, pour la République. La première, c'est est-ce qu'ils ont raison? Ils ont raison d'embrasser cette voie de la rébellion avec toutes ces adhésions. Déjà que c'est une révolte qu'ils sont en train de faire. C'est une révolte. Contre qui? C'est une révolte qu'ils sont en train de faire. Et je pense que sous la toile, ils ont expliqué pourquoi est-ce qu'ils étaient en train de faire cette révolte. J'ai entendu Corneille Nangaa dire qu'il s'était révolté pour réunifier le pays, pour redonner à la République démocratique du Congo sa fierté d'autrefois, selon lui. J'ai entendu Jean-Jacques Mamba dire que la République n'était plus ce qu'elle était et il faut s'attaquer à une personne, entre guillemets, le président de la République, qui serait une menace pour la République. Voilà. Qui est une menace pour la République? Ceux qui se rebellent ou celui qui vit avec le peuple? Ça aurait été la question à poser. Qui se rebelle? Celui qui vit avec le peuple ou celui-là qui prend les armes pour verser le sang du peuple congolais? Alors, je me dis que ils doivent avoir de raisons autres que ce que nous avons, puisque les rebelles ont de raisons qui font partie des agendas cachés. Nous pouvons dire qu'ils sont là pour quel but? Ils vont les justifier.
ils vont le justifier. Que nous sommes là pour libérer, nous sommes là pour libérer, nous sommes là pour le bien de la nation. Mais aussi, vous vous souviendrez avec moi que dans ces pays, on a connu une guerre dans la capitale. À l'issue de cette guerre-là, il y a eu des accords et tout. Puis après, il y a eu un ancien chef rebelle qui fut vice-président de la République. Et s'il faut pousser très loin la compréhension, s'il faut bien cogiter, je me dis que Jean-Jacques Mamba était du MLC, son président du parti fut un ancien chef rebelle qui a trouvé gain de cause en devenant premier vice-président. Et du coup, Jean-Jacques Mamba, si je puis le prendre comme un frustré, il s'est dit non, pour regagner une place de choix, une place de haute fonction, je puis rejoindre le groupe de rebelles. Quand il y aura négociation, je serai sur la table des négociations et lors des revendications, j'aurai une place de choix. Mais ce qui est triste, c'est quand tu rebelles aujourd'hui, rebelle demain. Rebelle aujourd'hui, rebelle demain, c'est une étiquette que vous portez. Est-ce une perte pour la classe politique congolaise? Surtout quand on sait qu'il était aussi dans l'opposition. Ce qui est triste, c'est que c'est cette matière grise qui était très profitable pour la République, qui aujourd'hui sera casée dans le lot de rebelles. Rebelle n'est pas toujours une bonne étiquette. Quoi que vous fassiez, vous l'étiez. C'est l'histoire, ce qui est écrit. Vous êtes déçu? Bon, déçu. Nous parlons de la République. Je vois sa matière grise, son intelligence, son éloquence pour le bien de la République, pour le produit de la République. Mais quand il devient rebelle, ça veut dire qu'il a d'autres objectifs que nous ignorons, que la République même ignore. Il a fait un choix et ces choix n'incombent que lui seul. Mais seulement quand ils engagent la République, faudra-t-il savoir, quand vous vous ralliez à l'ennemi de la République qui verse les sangs du jour pour jour, il verse les sangs du peuple congolais, quand vous devenez un ami à un rebelle qui a versé le sang du peuple congolais, vous avez le même quota. Vous partagez 50-50. Puisqu'il y a un trait d'union, AFC, M23. Est-ce que le gouvernement doit prendre cette menace au sérieux? Alors, le gouvernement, s'il peut prendre cette menace au sérieux, je vais répondre dans un autre sens, mais on va y revenir et on va se comprendre très bien. Alors, dans ces pays, nous avons des gens qui sont frustrés à cause du simulacre d'élection qui a eu lieu. Beaucoup de gens n'étaient pas satisfaits du résultat. Et de ces gens-là, de ces patriotes-là, il y a eu Jean-Jacques Mamba. Il ne faut pas oublier, il faut ressasser juste un peu le passé, un passé pas fort lointain. Jean-Jacques Mamba, oui. Il a été muselé. C'était un député qui était fort au niveau du préchoir. Mais à un certain moment donné, il n'avait plus la parole quand il a été mis aux arrêts suite aux allégations qu'aurait commis l'ancien deuxième vice-président du Parlement, Jean-Marc Kabound, si ma mémoire est bonne. C'est à ce moment-là que Jean-Jacques Mamba a été arrêté. Il a été aux arrêts. Puis libéré. Et puis après cette libération-là, il n'a plus réapparu dans le média, ni pour communiquer, ni pour faire de certaines révélations, ou bien pour parler de la politique, pour le bien de la... Il n'avait plus parlé. Il a été tant soit peu muselé. Alors, il a quand même fait confiance en la République. Il a poursuivi, il a continué. Fin de la législature, nous sommes partis aux élections. Et le monsieur s'est dit que non, il n'a pas été nommé. Il n'a pas été nommé par la CENI. Je pense que si je puis rentrer un peu dans sa tête, le monsieur a dit non. Cela veut carrément dire que dans mon parti, ils n'ont pas mis mon nom sur la liste de personnes à nominer, sur la liste de personnes devant être reconduites au niveau de l'Assemblée nationale par la CENI.
Alors, il s'est dit Mais il s'est frustré. agi des nominations ou des gens qui ont été réellement votés? Il y a certains qui ont été réellement votés. Il y a certains qui ont été nominés. Certains ont été réellement élus. Puisque quand quelqu'un obtient plus de voix, tu ne sais pas toucher à ces voix-là, puisque la population elle-même va parler. Quand certains même ont pu obtenir plusieurs voix, mais ils se sont dit que cette personne-là n'est pas assez forte du point de vue lobbying. Son parti ne va pas se lever pour revendiquer. Alors voilà. En fait, c'était 2 poids 2 mesures. C'était des simulacres d'élections. Et du coup, il y a eu des cas de tricherie. On a eu 13 000 machines à voter dans des maisons de gens. Tu vois un peu. Du coup, il y a eu objet de frustration au sein de différentes formations politiques. Et malheureusement, Jean-Jacques Mamba en fait partie. Et il n'a pas pu garder son mal en patience. Il a exprimé autrement en se ralliant, à un groupe rebelle. Mais est-ce que, comme je viens de le dire, cela constitue, ces ralliements doivent inquiéter ou interpeller le gouvernement de Kinshasa? Ces ralliements doivent interpeller le gouvernement de Kinshasa tout en se remettant en question, en cause, une remise en question. Pourquoi cet éminent parlementaire peut directement tourner kazakh et devenir un rebelle? Pourquoi? C'est une question qu'il faut se poser. Pourquoi? Et si réponse il y a, ou si réponse il y aura, que faire pour que cela n'arrive plus? Que faire pour que cela n'arrive plus? Dans la République démocratique du Congo, on est censé vivre ensemble pour la République. On est censé vivre ensemble avec un point commun qui est la République. La République qui est basée sur des bonnes valeurs, sur la démocratie. Le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Est-ce que nous le sentons? Est-ce que nous le ressentons? Est-ce que nous le vivons? Voici des questions dont le gouvernement doit se poser. Oui, le gouvernement doit se poser des questions sur ces différents ralliements, mais est-ce qu'il doit finalement les écouter? Écoutez, déjà, ce qu'il faut savoir déjà, c'est pourquoi il y est allé. Avant lui, il y a eu Danga, puis il y a eu Christian, il y a eu un autre, il y a eu Christian. Après Christian, il y a eu Jean-Jacques Mamba. Et puis après, et si jamais on a d'autres et après d'autres, que fera-t-on? Mais ce que nous sommes en train d'oublier, tous ces gens qui sont en train de se rallier au groupe rebelle ont fait partie du secret de la République. Un député national était dans le secret de la République. Est-ce qu'il faut attendre à ce que d'autres quittent les gouvernements, se rallient à eux encore, ou bien par exemple, c'est juste des questionnements que je suis en train d'évoquer, ou bien quelqu'un faisant partie du ministère de la Défense et du focus stratégique vous quitte et va se rallier au groupe rebelle. Imaginez un peu ce que la République va perdre. Imaginez un peu comment est-ce que la République serait déstabilisée. Je pense que la question demeure, il faut réfléchir sur la question. Pourquoi ils s'en vont? Et s'il y a une frustration, comment y remédier pour que les autres n'y aillent pas? On a 2, 3, 4 brebis qui sont déjà galeuses, mais évitons à ce qu'il y en ait 17, qui disent 20, 30. Parce que ce sera le secret d'État d'entre les mains de rebelles. Nous allons partager avec eux une histoire en commun qui est le secret de la République. Et ce qui nous sera difficile de restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Il faudrait stopper déjà l'hémorragie, si on peut le dire. Stopper l'hémorragie, dans quel sens? Parce que dans ces pays, quand on dit stopper l'hémorragie, il ne faut pas qu'on aille dans la situation des chérubins. Nous parlons de stopper l'hémorragie dans la réflexion. En répondant sur le pourquoi, en appliquant les syllogismes, en faisant référence au syllogisme, et puis après aboutir à une réponse qui répond à tous ces questionnements. C'est un peu ça, c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'après, ça sera compliqué pour la République.
Et est-ce que Ensemble pour la République suit également le dossier sécuritaire à l'est du pays? Quelle lecture vous faites de la situation sécuritaire à l'est du pays? Évidemment que oui, Ensemble pour la République suit. Nous sommes en plein dedans. Les enjeux de l'heure, c'est la République, c'est l'intégrité territoriale. Ensemble pour la République est en train de suivre l'histoire, mais Ensemble pour la République n'est pas dans la manette, n'est pas en train de gérer. Moïse Katumbi Tchapou, en battant campagne, il a dit qu'en 6 mois, il mettrait fin à la guerre. C'est un fils du pays. A-t-il été consulté? Non. Lui ont-ils posé la question de sa recette pour sauver la République? Personne n'a posé la question à cet homme-là. Mais par contre, cet homme-là a subi autant d'humiliations. On a interdit le survol. On interdit même à une équipe de football, le football qui n'a rien à voir avec la politique. On interdit à une équipe de pouvoir survoler à travers ses propres appareils. Ce qui n'est pas du tout normal. Isabelle, vous vous rappellerez avec moi qu'il fut un temps où Ensemble pour la République avait travaillé avec nos amis de l'Union Sacrée. Ensemble pour la République avait déposé même un cahier de charges qui n'a pas été pris en compte. Nous avons en face de nous un adversaire, parce que nous ne sommes pas des ennemis, des adversaires qui ne sont pas respectueux de paroles, qui ne sont pas respectueux de leurs engagements. Alors, on ne peut pas se dire qu'aujourd'hui, ils vont respecter leurs paroles, puisqu'ils les font toujours. Vous dites que les adversaires ne sont pas respectueux de la parole, mais vous voulez quand même qu'ils vous consultent. Non, non. Vous savez, nous parlons de la République et de mettre fin à la guerre, de mettre fin à l'écoulement du sang, de mettre fin, de trouver le point, de trouver le goulot d'étranglement pour arrêter en fait ces systèmes de bain de sang dans l'est du pays, où nous avons perdu des frères, des sœurs, de mères, pour certains des époux et des épouses. C'est le sang congolais qui a coulé. Apporter son aide pour le bien-être de la République, sa recette pour la République, sa stratégie, si je peux le dire comme ça, sa stratégie politique pour mettre fin à la guerre, ça c'est autre chose. Partager en termes de la mise en place d'un gouvernement, là c'est autre chose aussi. Mais si ceci s'avère qu'il faut se mettre ensemble pour la République, surtout que pour les enjeux de l'heure, nous parlons de la République, rien que la République, c'est faisable. Oui, c'est faisable. Alors, le président de la République, vous le savez, avait eu des pourparlers à Luanda avec le Joao Lourenço. Il dit être prêt à négocier, mais pas avec le M23, mais avec le parrain qui est le Rwanda, le pays agresseur, mais sur base d'un accord de principe. Est-ce que le président de la République n'est pas en train de fléchir? Déjà, moi, en réfléchissant, je me dis, est-ce que le président de la République est allé sur une question de fond ou de forme? Parce que quand il dit qu'il n'ira pas en négociation avec le M23, d'accord, il ira en négociation avec le Rwanda. Mais est-ce qu'il est allé plus loin? Qui est derrière le Rwanda? Si l'Union européenne, la France, les États-Unis peuvent se dire de là où ils sont, en dehors du sol de la République démocratique du Congo, imposer, faire des injonctions au groupe rebelle, au Rwanda, à un quelconque cesser le feu, ça veut dire qu'ils ont une main mise sur ces gens-là. Isabelle, tu ne peux pas ordonner à quelqu'un qui n'était pas assujetti, à quelqu'un dont tu sais, dont tu te dis qu'il ne va pas se soumettre à tes obligations. Se soumettre à tes obligations, qui est la personne qui t'est assujetti. Est-ce que, voilà pourquoi je dis, est-ce que le chef de le président de la République s'est basé sur la forme ou bien sur le fond?
Voilà, donc c'est pour vous, est-ce qu'il n'est pas en train de fléchir? Est-ce qu'il n'est pas en train de se raviser face au pays agresseur? Vous savez, c'est pas aujourd'hui qu'on a taxé et qu'on le sait maintenant que le Rwanda a toujours été l'ennemi de la RDC. C'est pas aujourd'hui, Isabelle. Ça fait 30 ans qu'on en parle. C'est pas aujourd'hui. Ça veut dire que quand le chef de l'État est arrivé au pouvoir en 2019, à l'issue des élections de 2018, il savait qu'on avait un ennemi qui a toujours pillé, qui a toujours touché à l'intégrité territoriale de la RDC. Mais le chef de l'État, il lui avait tendu la main sans pour autant analyser les pour et les contre de son action. Mais aujourd'hui, il s'est ravisé. Et voilà pourquoi devant la face du monde, les partenaires internationaux et techniques nous voient d'une œil un peu bizarre. Ils se disent, mais est-ce que dans ces pays-là, il y a des gens qui voient loin? C'est la question que les gens se posent. Et alors, maintenant, aller en négociation avec ceux-là pour trouver une solution, je ne pense que non. Je pense qu'il n'y aura pas de solution jusque-là. Quelle serait alors, selon Ensemble pour la République, la meilleure des solutions pour arriver à la pacification de la région? Contactez Moïse Katumbi Chapwe, il vous donnera ses stratégies et sa recette qu'il avait dit pendant sa campagne électorale. Alors, nous allons passer au second dossier, celui en rapport avec les contentieux électoraux. Est-ce que Ensemble pour la République a saisi la Cour concernant ces candidats lésés? Bon, déjà que je suis une candidate des élections du 20 décembre 2023. Nous n'avons pas pu aller au contentieux déjà. Le parti déjà n'était pas d'accord, mais après, nous sommes dit que nous avons été élus. Il faudra quand même faire quelque chose. Mais malheureusement, nous n'avions pas la totalité de nos PV pour prouver ce dont nous étions en train de relever. Je me rappelle, vous aviez même organisé une séance de formation avec les témoins. Comment est-ce que vous n'avez pas pu avoir les procès-verbaux parce que vous aviez dit que vous allez larguer les témoins dans tous les bureaux de vote? Écoutez, Isabelle, à l'issue des élections, juste après les élections, il y a un monsieur qui a eu plusieurs PV de vote comme de Charles. Mais après, vous vous souviendrez, Denis Kadima a dit lors d'une conférence de presse qu'aucune personne, aucun candidat ne peut détenir la totalité de ses PV. Aucune personne. Ce qui veut dire que vous ayez 1000 témoins, 1500 témoins, vous ne pouviez pas. Donc, dans un mécanisme, dans le système mis en place tel que la CENI l'avait déjà préconisé, il était impossible aux candidats de détenir l'ensemble de leur PV. Il était déjà impossible. Si c'est le cas, alors ceux qui vont en contentieux à la Cour constitutionnelle, ils brandissent quels procès-verbaux? Parce qu'on ne peut pas, selon vous, détenir tous les procès, la totalité des procès-verbaux. Sur base de quoi? Madame Isabelle, oui. Je l'ai bien dit tout à l'heure. Je le dis. Denis Kadima l'a dit. Le président de la CENI l'a dit qu'il est impossible qu'un candidat détienne la totalité de ses PV. Il l'a dit, le président de la CENI. Il le savait, puisqu'il était impossible aux témoins de pouvoir obtenir le PV. Mais il y a quand même des candidats qui sont allés en contentieux, malgré cette déclaration. Ils sont allés en contentieux, pas avec le tout. Les élections, c'est devrait être l'arithmétique. 2 plus 2 égale 4. Tu vois, tu as 6 000 voix. Quand tu fais la proportionnelle avec ta liste et tout, tu te dis, avec le fameux seuil, quand tu calcules directement, tu as le nombre de voix. Et puis après, tu dois avoir un soubassement. Les soubassements s'appellent PV.
Mais quand tu as un soubassement avec la moitié des PV qui ne te donne que 2 000, pendant que tu devais atteindre 6 000, les 6 000 que tu dois défendre au niveau de la cour, pourquoi tu y vas? Pourquoi tu penses qu'après, il y aura aussi une autre partie qu'on appelle la CENI qui viendra pour se défendre? Si vous aviez tous les procès-verbaux, alliez-vous saisir la cour? Si nous avions eu tous les procès-verbaux, on irait, puisque la population nous avait réclamé. Les témoins qu'on avait mis dans différents bureaux de vote nous avaient réclamé cela. Vous allez saisir la cour, alors que pour la présidentielle, vous avez carrément refusé de saisir la cour. Pour la présidentielle, la chose était tellement aberrante. La chose nous avait... On était tellement surpris qu'à un certain moment, on s'était dit non, il ne fallait pas donner 73, il ne fallait pas donner 73, il fallait seulement donner 100%. Il n'y a pas que des procès-verbaux qui qui constituent un obstacle pour vous pour aller en justice ou pour aller attaquer vos adversaires en justice, mais il y a aussi ce problème de manque de confiance. Déjà, si nous sommes d'abord, de prime abord, nous avons participé dans ce processus que pour la population. Nos bases qui nous ont fait confiance et tout, qui nous disaient à tout moment, à chaque fois, pourquoi vous n'irez pas? Vous devez y aller. Il faut y aller. Nous devons y aller. Alors, la base était dans cet engouement-là. Il faut y aller, on va gagner. On avait fait tellement un travail depuis 2019. On avait travaillé, on a commencé à préparer la campagne électorale depuis 2019. Nous étions tellement préparés, nous étions au front. Et puis après, on a dit, OK, on y va. Mais je me rappelle que quand nous étions en train de préparer, nous nous disions que bon, là, nous allons à l'abattoir. Nous allons à l'abattoir. Et ça sera rude. Quitte à tout un chacun de préparer sa façon de voir les choses. Nous disions cela. Et arrivé sur terrain, on a connu l'impensable. On déplacardait nos affiches. On nous tabassait. Moi, par exemple, moi, là, j'étais menacée dans un bureau de vote. Là où je suis allée moi-même voter, j'étais menacée. J'ai failli être tabassée. J'ai failli être tabassée. Seulement parce que il y avait certaines personnes qui m'avaient reconnue, qui m'avaient vu pendant que je battais campagne. Ils me connaissaient. Hey, Yona, c'est ensemble. J'ai failli être tabassée. C'était horrible. Heureusement pour moi qu'il y avait certains membres de ma base et tout, des gens que je connaissais, ils ont dit non. Oh merde. Tu vois un peu, il y a eu maintenant à fond entre le moment de la base de l'autre côté et puis notre base à nous. Oh non, maman, pas de maman. Tu vois un peu. Alors il y a eu deux camps. Du coup, ils ont pesé et puis voilà, je m'en suis sortie indemne. On était en train de parler des contentieux. Oui. Alors, vous dites, vous n'avez pas saisi la Cour constitutionnelle parce que vous n'avez pas réuni tous les procès. Nous n'avions pas en notre possession tous les procès-verbaux. Voilà. Mais quelle est alors l'inquiétude des députés qui sont en train de siéger à l'Assemblée nationale? Merci beaucoup Isabelle avec ta question piège. Nos députés, c'est une question piège Isabelle. Nos députés nationaux qui sont en train de siéger, ils y sont allés avec le mental solide et fort. Ils sont sereins. Ils sont convaincus que la population qui leur a fait confiance est derrière eux. Ce n'est pas à eux de revendiquer, c'est la population qui va revendiquer pour eux. Alors, la crainte serait que l'adversaire nous poursuive jusqu'au point de vouloir anéantir une formation politique qui est Ensemble pour la République. Vous craignez de perdre d'autres sièges? Nous ne craignons pas de perdre le siège que nous avons acquis au prix de notre souillure.
Nous ne craignons pas de perdre le seuil que nous avons acquis au prix d'un travail de dur labeur, sous le soleil, sous la pluie. Non, nos frères et sœurs ont battu campagne. Ils sont là parce que la population les avait fait confiance. Les nôtres qui n'ont pas pu, tu vois un peu dans cette simulacre d'élection, il y en a qui ont été bel et bien élus dont leur voix ne pouvait pas être reprise. Voilà. Alors, si il y a, par exemple, parmi les arrêts de la Cour constitutionnelle, quelques-uns de vos candidats qui sont déboutés, alors allez-vous continuer à siéger ou vous allez boycotter votre participation à l'Assemblée nationale? Madame Isabelle, on est serein, on est confiant que cette minorité-là, qui est partie représenter la population, qui est partie représenter toute une formation politique, toute une république, on est confiant qu'ils ne seront pas déboutés, qu'ils vont maintenir leur siège puisqu'ils l'ont mérité. La CENI a pesé le pour et le contre. Il ne va pas retomber dans une bassesse qui sera son nom. Je l'espère bien. Mais ce n'est pas la CENI qu'il faudrait indexer. Non, mais puisqu'après, il faudra faire recours à tout ce qui sera document de la CENI. Mais la Cour ne se réfère qu'aux dossiers qui lui seront présentés par la CENI pour tabler. La Cour ne crée rien. La Cour se base sur des preuves matérielles qui lui sont présentées. Et sur ce qui lui seront présentés, c'est ce que le président Denis Kadima a publié. Qu'est-ce qu'il a publié? Dans la déclaration des candidats élus Ensemble pour la République et Avançons, on indexe plutôt l'union sacrée. De vouloir récupérer les sièges de Ensemble. Ben écoutez, c'est très aberrant. Ils ont 477 sièges. Et s'ils s'engagent à aller en guerre à seulement 30 sièges qui revient à l'opposition, qui représente une minorité, non mais mon Dieu, nous sommes dans quel pays? Bien que la justice soit malade, non mais là, ça voudra dire que les institutions de ces pays ne fonctionnent plus. Puisque je me dis, ils ont 477 sièges à eux. Ça ne leur suffit pas. Faudrait-il rajouter les 30 sièges qui reviennent à l'opposition pour satisfaire, pour assouvir leurs désirs? Mais ils seront surpris. Ils seront surpris que cette minorité leur fera très mal. Cette minorité leur fera très mal. Ils auront des remises en question face à cette minorité qui réellement va parler pour le bien de la République, qui n'ira pas pour ovationner seulement pour faire plaisir à quelqu'un. Mais cette minorité est là, elle est objective, elle est là pour le bien de la République, elle est là pour tenir compte de desiderata des différentes couches de la population et à fortiori tout l'ensemble de la République. Vous avez tout à l'heure déclaré que c'est une justice qui est malade, mais c'est la même justice qui est en train aujourd'hui de convoquer les 82 candidats qui ont été, dont les suffrages ont été annulés. Est-ce que ça vous réconforte? Isabelle, en quoi ça va me réconforter? Qu'y a-t-il derrière cette décision? Quand on les consulte, est-ce qu'il y a les caméras? Il y a les caméras là-bas. Y a-t-il de caméras pendant qu'ils sont en train d'être auditionnés? Il n'y a pas de caméras. Il y a une autre question que l'on peut se poser. On peut réfléchir à haute voix. N'était-ce pas encore une autre simulacre pour les laver leur honneur, puisqu'ils ont perdu leur honneur? Ils ont été traités des tricheurs, des voleurs. Ne serait-ce pas une autre simulacre pour nettoyer leur honneur? Pendant qu'ils sont auditionnés, il n'y a pas de caméra, il n'y a personne. Donc, pour vous, de ces convocations, il ne faut pas s'attendre à des sanctions?
s'il y aura convocation... Il y a déjà des convocations. Non, pardon, excusez-moi. S'il y aura des sanctions, si sanctions aurait, tant mieux. Là, je pense que c'est la conscience de l'être humain qui aura agi, mais non la justice. C'est juste la conscience de l'être humain qui aura agi. Mais je doute que ce soit vraiment la justice, puisque le président de la République lui-même a déclaré que la justice était malade. Quand la justice est malade, on ne peut que compter sur la conscience de l'être humain. Que de ça, du bon vouloir, de la bonne volonté, de la voix intérieure qui est la conscience. La seule qui ne peut nous mentir, la conscience. Vous doutez du verdict ou des sanctions qui pourront tomber à la suite de ces convocations? Je reste sceptique. Nous restons sceptiques à cela. Nous restons très, très sceptiques et nous nous disons que à chaque fois qu'il y a eu une décision de la justice, il y a toujours eu des agendas cachés là-dedans. Si pas en amont, en aval, il y en a toujours eu. Et alors, parlons maintenant de ceux qui sont en train de siéger à l'Assemblée nationale, les trentaines de députés ou vingtaines de députés ensemble pour la République. Comment pensez-vous qu'ils puissent marquer leur présence au sein de cette institution? Certes, ils sont minoritaires, mais être minoritaire ne les enlève pas leurs valeurs de vrais républicains, leurs valeurs de partisans ou leurs valeurs de combattants d'une opposition républicaine. Ils vont réellement être objectifs. Ils seront méticuleux dans tout ce qu'ils seront en train de faire. Puisqu'ils sont minoritaires, ils feront des choses de la façon la plus intelligente possible. Ils seront méticuleux, ils seront consciencieux. Je vous jure qu'ils feront très mal pendant qu'ils monteront au préchoir. Ils sont minoritaires, mais ils feront très mal au préchoir. Ils remettront en question les 477 qui pensent être forts. Mais qui pensent être forts? La loi est là. La loi, bon, nous avons des édicts, nous avons des écrits. Nous avons les instruments juridiques nationaux qui sont là, qui ne sont pas respectés. Mais qu'à cela ne tienne, nos 22 soldats à nous, nos vaillants héros à nous, tiendront compte de la Constitution, du respect de la Constitution. Ils tiendront compte de tous les instruments juridiques nationaux du pays qui existent pour faire respecter la loi tant soit peu, pour assurer le bien-être de nos populations sur toute l'étendue de la République. Est-ce qu'ils seront en mesure de bouger les lignes, comme ce fut le cas lors de la législature passée, où on a vu l'opposition qui a fragilisé la coalition FCC-Cash. Est-ce qu'avec Ensemble, la population peut compter sur cette opposition pour faire bouger les lignes? Bien sûr que oui. Allons-y voir. Bien sûr que oui, puisque les textes existent. Les textes existent. Ils sont là, ils vont travailler, ils vont faire partie de certains groupes du Parlement et tous des groupes parlementaires, pardon. Ils y seront. Et de là, ils prouveront de quoi ils sont capables. Ils ne sont pas de moindres. Si je puis citer Christian Mwando, c'est une tête pensante. Tu vois un peu, si je ne puis citer que Christian Mwando, c'est une tête pensante. Et je sais qu'il va bouger les choses dans son groupe parlementaire là où il sera. Il n'y aura pas de défection, vous pensez? Je ne puis parler du choix. Le choix revient à une personne, à une autre. Je ne puis parler de leur choix. Cela peut ressortir de leur sentiment. C'est que je ne puis gérer. Mais ce que je sais, moi, ils représentent Ensemble pour la République, ils représentent l'opposition, ils représentent la République, ils représentent la voix de sans voix. Parlons élection maintenant des gouverneurs, vice-gouverneurs et des sénateurs. Jusque-là, on n'a pas écho de la position de Ensemble pour la République concernant ces élections. Pourquoi ce silence?
Déjà, la question est en étude. La cellule électorale permanente du parti est en étude sur la question avec les bureaux d'études. Incessamment, vous aurez de bonnes suites. Est-ce que vous allez aligner les candidats à ces scrutins? La cellule électorale et les bureaux d'études travaillent là-dessus. Incessamment, vous en saurez beaucoup plus. Mais j'ai ouï dire que vous pensez aligner vos candidats pour les élections des gouverneurs seulement au Katanga. Si cela serait le cas, on le saura et on reviendra sur vos micros et en débattre. Mais pourquoi vous ne voulez pas en parler? Bien. Pourquoi? Parce que c'est une question qui est en pleine discussion là. C'est en pleine discussion au niveau du parti. La cellule électorale est là-dedans. Ils sont en train déjà de travailler là-dessus. Du coup, je ne saurais divulguer ou parler d'une question dont je n'ai pas eu écho. Ce que je sais, c'est qu'ils sont en train de travailler là-dessus. En tout cas, ils sont là-dessus. Ils sont en train de travailler. Et en même temps avec les bureaux d'études. Donc, ils sont en train d'y travailler. Nous y travaillons. Alors, normalement, vendredi ou ce vendredi, la CENI boucle justement avec le dépôt, réception des candidatures de ceux qui veulent compétir à ces élections. Mais la CENI envisage une prolongation. Ça vous arrange? Une prolongation, bon... Une prolongation est toujours là pour permettre aux candidats de bien fignoler, de bien voir ce qui a été bien fait, ce qui n'a pas été bien fait, de faire les choses dans les normes et dans les règles, quoi. Je ne pense pas qu'une prolongation peut bien faire. Mais est-ce que, pendant que vous êtes en train de réfléchir, vous ne risquez pas d'être en retard ou peut-être si aujourd'hui, la CENI se décide de boucler le dépôt de candidature et qu'ensemble soit aussi disqualifié? Isabelle, je dis tout à l'heure que la question était en discussion entre la cellule électorale et les bureaux d'études. Il se pourrait qu'ils soient en train d'y travailler et en même temps d'y préparer les différents documents. Il se pourrait. Ça ne sera pas tard si aujourd'hui, parce que le vendredi, la CENI devrait boucler en principe le traitement, pas le traitement, mais le dépôt et réception des dossiers de candidature. Je ne pense pas qu'Ensemble pour la République serait recalé pour ça. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Nous savons être à l'heure. Vous êtes en retard. Quand vous dites que vous êtes à l'heure, vous êtes en retard. Parce que pour l'instant, vous êtes en train encore de réfléchir. Alors que... Non, j'ai dit, ils y travaillent. Ils y travaillent. Les bureaux d'études, dans ces objectifs, il est en train de réfléchir pour toutes les questions. Pour toutes les questions stratégiques du parti, ils réfléchissent. Et quand je vous dis qu'ils travaillent en collaboration avec la cellule électorale, cela voudra dire que la CEP s'y est déjà mise, s'y est déjà attelée. S'y est attelée, mais on sent en vous un peu de doute. Vous êtes découragé? Non. Du processus Isabelle, électoral de décembre 2023, peut-être vous êtes découragé et vous n'y trouvez plus d'intérêt? On a été déçus, mais nous ne serons jamais découragés quand il s'agit de la République. On a été déçus, mais nous ne serons jamais découragés quand il s'agit de la République. Les postes des gouverneurs ne vous tentent pas? Au niveau d'Ensemble pour la République, il y a des voix qui se sont levées dans ce sens, oui. Il y a des voix qui se sont levées dans ce sens. Est-ce que vos candidats, si par exemple aujourd'hui l'option est levée de participer à ces scrutins, vous pensez que vos candidats ont la chance ou les chances d'être élus? Je pense que s'ils sont déterminés, s'ils pensent être déterminés à y aller, je pense qu'ils ont calculé les pour et les contre. Vu que nous revenons des élections très chaotiques, je pense qu'ils ont pesé les pour et les contre pour y aller. Je pense qu'ils ont bien évalué les jalons, les indicateurs pour bien y aller.
Parlons du prochain gouvernement. On parlait tout à l'heure d'ailleurs de l'informateur qui est déjà au travail, mais l'informateur qui devient aussi le formateur du gouvernement. Est-ce qu'il faut s'attendre à des surprises? Quelle surprise? Par rapport à la formation du prochain gouvernement. Ce que je veux dire, surprise. Une surprise peut être désagréable. Une surprise peut être amère. Ou bien ça peut être une surprise qui peut faire plaisir à toute une république. Ce que je demande aux formateurs, puisqu'il s'agit de notre république, d'une manière ou d'une autre, nous vivons dans ces pays. Je demande aux formateurs d'être objectifs. Il s'agit de la république. Il ne s'agit pas d'une famille politique. Il ne s'agit pas d'une tribu. Il ne s'agit pas d'un groupe d'hommes ou de femmes. Il s'agit de la République. Il s'agit de l'héritage de Lumumba. Il s'agit du sang versé le 4 janvier. Voilà de quoi il s'agit. Il doit tenir compte de la compétence de la République. Il ne faut pas nous emmener des stagiaires en fonction. Il ne faut pas nous emmener des amateurs au sein de la République, au sein de l'exécutif. Non. Ils doivent être objectifs. Et si possible, qu'ils tiennent compte de la parité dans son gouvernement, dans les gouvernements qui sera mis en place. Qu'ils tiennent compte de la parité. 50-50. Si au niveau des différentes législatures, cela n'a pas été fait, cela n'a pas été respecté par la CENI elle-même. Mais que le gouvernement en tienne compte, qu'il fasse 50-50. Il y a de femmes qui sont compétentes dans ces pays, qui fassent 50-50. Mais que ces gouvernements ne soient pas formés sur base des arrangements politiques, sur base des accointances politiques, sur base de raisons tribales, sur base de redevabilité qui n'ont rien à voir avec la République. Ils doivent tenir compte, de la République. Repenser à l'hymne national. Repenser aux valeurs de notre nation. Repenser au sang versé pendant 30 ans à l'est de la République. Repenser au 4 janvier. Repenser au 30 juin 1960 avant de mettre en place ces gouvernements parce qu'on en a marre. Qu'ils essaient de faire quand même quelque chose, bon sang. On va boucler alors avec le dossier Chérubin Okende. Vous le savez, après pratiquement 7 mois d'enquête, le procureur général de la République près la Cour de cassation a rendu publiques les conclusions de son enquête. Alors, selon les conclusions de cette enquête, Feu Chérubin Okende, ancien ministre de Transport et Voies de Communication, se serait suicidé ou il s'est donné la mort. Votre réaction? Déjà, je dis paix à son âme. Si je puis consacrer 1 minute de silence en son honneur. Paix à son âme. Merci. Isabelle, je n'aborderai pas ces sujets aujourd'hui, puisqu'il est inopportun d'aborder à ces simulacres, encore une fois de plus, à ces simulacres des rapports. Un rapport qui frise toute une république, un rapport qui met en question les diplômes de droit, un rapport qui remet en question l'intégrité même de l'appareil judiciaire. Non, aujourd'hui nous n'allons pas répondre. Nous pleurons Chérubin, puisqu'il a été tué encore doublement. Il a été tué physiquement. Et aujourd'hui, il a encore été tué pour la 2e fois par ses juges. Mon Dieu, il est décevant d'entendre de telles âneries. Il est décevant d'entendre cela venant d'un juge de la République qui a mené des enquêtes, qui a mené
soi-disant des enquêtes, qui a eu du mal à conclure. Il a pris 9 mois pour mettre en place des simulacres. 9 mois, 7 mois. Il a mis 7 mois. Il a mis 7 mois pour nous créer une scène théâtrale, une scène de théâtre. Il a mis 7 mois pour piétiner la mémoire de Chérubin Okende. Il a mis 7 mois pour piétiner la douleur de sa famille. Il a mis 7 mois pour faire pleurer sa famille politique, sa famille biologique, sa famille ethnique. Il a mis 7 mois pour nous blesser. Il a mis 7 mois pour piétiner l'appareil judiciaire. Et oui, le chef de l'État l'a dit. Lui-même, il a dit que la justice était malade. Eh bien, ces juges, les juges Mvonde viennent de confirmer, il vient vraiment de confirmer que la justice était bel et bien malade. Une justice qui a mené des enquêtes, vous dites qu'elle est malade. Qui a mené des enquêtes. Oh, Isabelle, le président a dit que la justice était malade. C'est pas moi qui l'ai dit. Pour vous, est-ce qu'il y a eu erreur de la part de la justice? C'est un rapport biaisé? Il n'y a pas eu erreur. Il y a eu montage, simulacre, il y a eu montage, il y a eu mensonge. Il y a eu mensonge. Est-ce que vous avez des preuves contraires? Ensemble pour la République, nous ne cesserons de réclamer justice pour Okende. Et qu'en est-il du programme des obsèques? Est-ce que vous avez maintenu la date du 20 mars? Oui, jusque-là, sauf imprévu ou sauf erreur de ma part, la date du 20 mars est maintenue. Vous n'allez pas surseoir avec l'organisation des obsèques après l'annonce justement des conclusions de l'enquête du procureur près la Cour de cassation? Isabelle, pour une contre-expertise puisque vous n'êtes pas d'accord avec ces conclusions. Isabelle, il a conclu, il a clôturé. Vous aussi, vous avez bouclé? Non. Il y a une femme, une veuve, l'épouse de Chérubin Okende, sa veuve. Elle a fait 7 mois jour pour jour en dormant par terre. Elle est malade. Il lui a été refusé le droit d'aller se faire soigner à l'étranger. Pouvez-vous imaginer qu'une femme qui est veuve, dont le corps de son mari est retenu, gardé à la morgue, déjà, elle ne dort pas dans de bonnes conditions. Elle devrait aller se faire soigner. Je ne saurais révéler son état de santé ni sa maladie, par respect. Mais il était important pour elle qu'elle y aille. Il lui a été interdit, son passeport confisqué. Pourquoi? Pour raison d'enquête. Pourquoi? Pour raison d'enquête. Et quelles enquêtes? Les enquêtes qui ont conduit à la conclusion selon laquelle Feu Chérubin Okende s'est donné la mort. Je vous sais, je vous connais, une dame très intelligente. Croyez-vous vraiment à cette conclusion de rapport? Je ne pense pas. Voilà qui met un terme à ce magazine Débat au féminin qui a reçu pour vous Madame Patricia Onden, cadre de Ensemble pour la République. Avec elle, on a commenté l'actualité de la semaine, dominée notamment par ces révélations de l'enquête menée par le procureur général de la République près la Cour de cassation concernant le décès de Feu Chérubin Okende, enquête qui a révélé finalement que Feu Chérubin Okende se serait suicidé. On a également évoqué la situation sécuritaire à l'est du pays, également les ralliements au sein de Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa. Est-ce que ces ralliements sont une menace pour le gouvernement de Kinshasa? On a également parlé des contentieux électoraux qui sont en cours. Voilà, ce magazine Débat au féminin est terminé. Merci à Mamichela qui nous a aidés dans la préparation de cette émission. Miguel Mena était à la coordination. Grand merci également à l'équipe vidéo assurée par Patrick Mongongo. Nous disons également merci à John Condé qui était à la prise de son. Grand merci à vous aussi, chers auditeurs et internautes
internautes qui nous avaient suivis de partout. À très bientôt pour un autre numéro de Débat au féminin. Des ralliements à l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa. Kinshasa doit-il prendre la menace au sérieux? Quelle est la position de Ensemble pour la République au sujet des dernières conclusions du procureur général de la République près la Cour de cassation concernant le décès de feu Chérubin Okende? Débat au féminin en parle ce samedi avec Madame Patricia Onden, cadre au sein de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.